Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes vendredi le 30 février, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus du pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc une émission qui favorise la parole de la victime prioritaire. Certains l'appellent la direction de la protection de la jeunesse, d'autres la distriction de la famille et de la jeunesse. Les fonctionnaires et les médias nationaux en font l'éloge alors que les usagers la décrivent comme l'enfer sur terre. Nous avons à plusieurs reprises entendu les témoignages bouleversants des parents, des grands-parents qui ne se sont jamais remis du calvaire de cette institution. Maintenant, combien d'enfants sont-ils sauvés par la DPJ? Combien ceux qui sont détruits par cette même institution? Personne de toute façon, ne semble vouloir dévoiler cette réalité officiellement. Une chose certaine, chers auditeurs, chères auditrices, le nombre des organismes, associations, groupes de défense des droits de l'enfant et des parents et des grands-parents ne cesse d'augmenter au fil du temps. L'inquiétude et la peur s'installent en définitive dans la plupart des familles québécoises. Conclusion, la DPJ demeure forcément, dans la grande majorité des cas, je dis bien, avec ses interventions, sa gestion et sa politique non contrôlée, districtive de la vie de toute une population. Et sans tarder, nous vous rappelons que notre émission de ce matin va compléter les émissions précédentes concernant cette énorme problématique qui est laissée par négligence politique à elle-même, l'abus du pouvoir de la direction de la protection de la jeunesse face à des centaines et des centaines de victimes, enfants, parents et grands-parents. Maintenant, comment se protéger de la direction de la protection de la jeunesse? C'est la grande question de ce matin. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Donc, nous allons ouvrir dans les minutes qui viennent une ligne au public. Ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez communiquer en direct avec mes invités de ce matin qui, selon l'expérience de chacun d'eux, peuvent vous éclairer, vous donner des outils ou des conseils si vous faites face présentement à cette institution de l'État, la DPJ. Alors, mes invités de ce matin sont Mme Louise Baron, elle est conseillère d'Action Autonomie, un organisme communautaire tel qu'il est décrit sur le site. Et donc, il est mis sur pied par des citoyens qui utilisaient de façon volontaire ou non les services de santé mentale. Leur expérience auront forgé la nécessité de se regrouper pour faire valoir leurs droits. J'ai encore aussi Adam Richard, donc il est auteur de plusieurs articles concernant le sujet de ce matin. Il a souhaité participer à cette tribune questions-réponses. Nous avons aussi Mme Chantal Minou, psychoéducatrice, une personne engagée à venir en aide aux victimes de la DPJ, principalement les enfants. Mais le prix à payer, Mme Chantal Minou, est continuellement harcelée, menacée, attaquée dans ses droits fondamentaux parce qu'elle dit non à l'institution. Nous avons aussi avec nous M. Jean Robert, lui-même une victime de la DPJ. Sa femme s'est suicidée après qu'on lui avait enlevé ses enfants. Après ce drame épouvantable, M. Jean Robert s'est investi totalement depuis des années pour venir en aide aux victimes de la DPJ. Alors voilà, on vous donne le numéro d'ici pour les personnes qui veulent participer, poser des questions directement à mes invités de ce matin. Nous vous rappelons, la question tourne autour comment se protéger de la direction de la protection de la jeunesse d'une manière constructive. Vous pouvez communiquer en direct avec les invités de ce matin ou bien avec notre émission, en composant le 514-495-2597. Alors je répète, 514-495-2597. Voilà, sans oublier, avec vous, donc au micro Hadj Zitouni, porte-parole du Mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir leur abus de pouvoir et les injustices. Restez à l'écoute, chers auditrices, chers auditeurs. Après notre thème musical, comment se protéger de la direction de la protection de la jeunesse? Pour poser vos questions en direct, n'oubliez pas de composer le 514-495-2597. Je répète, 514-495-2597. Nous sommes à l'écoute. Restez à l'écoute. C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes
crimes sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante. Alors voilà, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors notre sujet aujourd'hui, c'est comment se protéger de la direction de la protection de la jeunesse d'une manière ou d'une façon constructive. Et la première question que j'aimerais bien poser, avant juste de préciser ou de poser la question, je rappelle les auditeurs et les auditrices comme quoi si vous voulez nous rappeler, si vous voulez poser des questions en direct, donc vous veuillez communiquer avec nous au 514-495-2597. Je répète, 495-2597. Madame Chantal Minou, merci d'avoir répondu à notre invitation. La première question que j'aimerais bien vous poser, pourquoi pensez-vous que c'est utile de faire une émission de ce sujet-là? Pourquoi on fait cette émission-là aujourd'hui? Comment se protéger? C'est une grande question, hein? Comment se protéger de la protection de la jeunesse? Alors, on a un problème. Oui, c'est parce Pourquoi nous sommes rendus à ce point-là? C'est ça, à ce stade-là. Parce que depuis l'année passée, j'ai découvert beaucoup de choses, mais d'autres personnes avant moi, depuis des années, depuis plus de 30 ans, ont découvert beaucoup de choses, mais c'est nommé comme des cas isolés, ça ne l'est pas. Oui. Et en ce moment, on peut pas, ça prendrait une enquête publique puis un changement dans la loi, mais le temps qu'on arrive là, c'est très utopique de penser que ça va se faire de façon magique. Oui. Alors, il faut outiller les gens pour se protéger. J'ai des appels de partout de la province avec assez du DPJ, tout ça qui m'ont référé, mais j'arrive pas à répondre à la demande. Alors, en faisant une émission... Alors, imaginez vous-même, nous-mêmes. Oui, c'est ça. Toutes les Mouvement Action Justice. Mais nous ne sommes pas spécialisés dans la question et les appels que je reçois, ça devient un petit peu inquiétant. Mais moi, juste les outiller pour qu'ils puissent faire quelque chose en partant. Alors, pour vous aujourd'hui, les gens qui vont essayer de nous contacter, êtes-vous aux mesures de la répondre, de donner une satisfaction de la réponse? On va essayer au moins qu'ils puissent se protéger. On peut pas, ceux qui sont déjà aux prises avec la DPJ, malheureusement, on pourra pas faire quelque chose maintenant. Nécessairement, ils vont pouvoir se protéger peut-être, mais notre but, c'est de prévenir ceux qui n'ont pas encore la DPJ. Attendez 2 secondes, c'est parce que j'aimerais aussi préciser la raison, c'est que on a parlé à d'autres émissions de radio, j'aimerais juste faire le point dans certains dossiers, parce qu'on a des résultats positifs, mais il y a aussi des résultats dramatiques. Oui. Puis la raison, c'est parce que même le gouvernement du Parti québécois n'entend pas. On a le ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron, qui a écrit un courriel le 4 juin 2012 à une grand-maman, Réjeanne Ménard, qui est un de mes dossiers. Malheureusement, on peut rien faire. La DPJ lui a volé ses petits-enfants, vraiment volé, parce que sa fille, elle a eu un trouble crânien. Elle pouvait plus s'occuper de ses enfants. C'est la grand-mère qui s'en occupait. Puis ils ont toute une belle famille d'au moins de 30 personnes et plus. Et la DPJ a fait ça de façon sournoise à Jonquière sans l'avertir, parce que les grands-parents, vous savez, c'est pas des partis. Tout à fait direct. Et la mère avait vu qu'elle a des troubles crâniens, elle n'a pas pu se défendre. Alors, les 2 enfants, je voudrais juste nommer leur nom. C'est parce que je voudrais demander à ceux qui ont réussi à les faire adopter séparément, malheureusement. Séparément? Oui, malheureusement. Puis je voudrais juste vous lire juste la phrase de M. Stéphane Bergeron qui écrit « Il semble cependant qu'on lui ait confirmé, il parlait de son attaché politique, qu'on lui ait confirmé
que vous deviez conserver un droit de visite auprès de vos petits-enfants. Je peux confirmer à M. Bergeron que non, elle a plus ses petits-enfants, elle a même plus de nouvelles d'eux. Depuis combien de temps? Depuis 2010. Ceci dit, à la lumière des faits qui m'ont été exposés, je ne peux croire qu'on ait décidé de donner vos petits-enfants en adoption. Alors, je dis à M. Bergeron, oui, monsieur. Ils ont été donnés séparément en plus et ils ont une belle famille qui les attend. Imaginez, là, je demande à ceux qu'ils ont adoptés, imaginez la réaction de ces enfants-là qui vont être adolescents, qui vont chercher leur identité, qui vont découvrir qu'il y avait une famille qui les aime, au-dessus de 30 personnes et plus, puis là, ils ont une famille adoptive qui les aime. Imaginez le conflit de loyauté qu'ils vont vivre, la détresse psychologique dans qu'est-ce que ça va provoquer, je l'ignore, mais ça va être dramatique. Ça va être Madame très dramatique. Chantal, ça c'est... Oui, vas-y. Je nomme leur nom, c'est Léa Brassard, qui a 6 ans maintenant. Sa date de naissance, c'est le 2 janvier 2007. Et il y a Benjamin Brassard, qui a 8 ans. Et il est né le 28 avril 2004. Alors, je demande à ceux qui l'ont adopté de communiquer avec... vous allez voir, elle a fait un site Facebook, c'est Réjeanne Ménard. Elle cherche ses petits-enfants. Donc, c'est la grand-maman. Elle aimerait avoir la garde de ses petits-enfants une fin de semaine par mois. C'est tout ce qu'elle demande. Oui. Et je pense que ce serait bénéfique pour ces enfants-là. Mais pour elle a fait la demande devant le tribunal, ça n'a rien donné. Non, elle peut pas parce qu'il refuse d'y donner les documents. Elle n'a pas accès. Oui. Puis vu que sa fille elle a des problèmes de santé mentale, alors on n'arrive pas à cause de son trouble crânien. Elle est plus capable de s'en occuper. Et les enfants sont séparés. Oui. Il n'y a plus moyen d'obtenir de l'information. Oui, madame, alors, oui. C'est ça, je voulais résumer. Et je voulais dire aussi que j'avais... Mais j'aimerais, parce qu'on a sur les ondes des gens qui ont appelé, j'aimerais bien entendre après ça, on revient avec vous. Oui, les questions. Alors, on écoute le premier appel. Oui. Bonjour. Bonjour, vous êtes? Je m'appelle Mario. Et puis, premièrement, je tiens à féliciter votre émission parce que vous êtes une des rares émissions qui ose parler des vraies choses. Et puis, je tiens spécialement à saluer Adam parce que Adam est sur mon Facebook et il peut lire mes débats que je fais avec le DPJ depuis un certain temps. Ah ben, il est à côté de moi. Moi, grosso modo, la dame qui vient de parler parle qu'il est impossible d'aider les gens avec des problèmes avec le DPJ présentement. Oui. Je vais en faire un petit peu la lumière là-dessus parce que moi, je suis dans un dossier d'un procès qui s'en vient en mars et avril pour un procès de 5 jours. Je les amène sur la traite humaine. Est-ce que vous êtes victime vous-même de Oui, c'est ma fille qui est victime. Ma fille a été victime d'attouchement sexuel par le chum à sa mère. Malgré les aveux du pédophile et son rapport sexologique qui prouve qu'il est pédophile, le DPJ a mis l'emphase pour que l'enfant retourne en communication avec dans la même demeure. Et on m'a fait passer un test psychologique disant que je délirais. Je me représente seul. J'ai aucun avocat qui veut mon dossier. Ce que j'ai fait, étant donné qu'ils sont obligés de me redonner mes tests et mes questions, j'ai été voir 2 psychologues qui ont contredit le rapport du psychologue Éric Bergeron, qui est maintenant psychologue du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, ce que j'ai fait, j'ai même été consulter une expertise psychiatrique et qui confirme que j'ai raison, que je ne délire aucunement, que je suis victime d'un système bien établi. Je suis plus comme le diable qui se débat dans l'eau bénite. Ça veut dire que vous n'êtes pas le seul dans le terrain, quoi. Non, exactement. Moi, ce que j'ai fait depuis 2 ans, j'étudie le code civil, le code criminel, charte des droits et libertés. Et le DPJ est une gangrène. Rien n'est respecté. Je vais vous citer, parce que j'ai même le livre de loi du DPJ. Une amie me l'a mis entre mes mains. Et dans l'article 3, dans le livre de loi du DPJ, la loi ne considère plus que les enfants sont la propriété de ceux qui leur ont donné la vie, mais elle recherche ce qui leur convient le mieux et reconnaît que l'enfant a des besoins qui sont différents et parfois même inconciliables avec le désir ou de l'intérêt de l'enfant. Ce qui veut dire qu'en 2013, quand on met, ou même avant, quand on met un enfant au monde, il ne nous appartient pas. L'État s'est donné le droit à la naissance de le prendre. Dès le départ, vous voulez dire. Si vous me permettez, j'ai même été témoin, on a ça sur audio aussi, d'une intervenante qui a dit que l'enfant appartenait maintenant au centre jeunesse. Exactement. À la naissance, tout enfant. Donc, on n'a aucune protection, mais par contre, en étudiant les livres, le livre de DPJ, dans le même livre, ça stipule que ce n'est pas ce livre-là qui prédomine la loi, mais bel et bien la Charte des droits et libertés et le Code civil. Tout à fait. Donc, si on regarde le Code civil, premièrement, l'article 605, ça dit que la garde de l'enfant a été confiée à un des parents ou une tierce personne, quelles que soient les raisons, les pères et mères conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation. Si qu'on regarde, moi je vous lirai pas tous les articles. Oui, plus rapidement comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont sur les longs. On a enfreint le chapitre 1, 3, 4, 5, 7, 10, 10.1, 23, 35, 39, 41, 44, 45, c'est 49. Parfait. Oui, c'est bon. Excusez-moi, si vous me permettez, écoutez, c'est parce que l'émission d'aujourd'hui, justement, est centrée pour aider les gens à se protéger parce que je pourrais vous en nommer beaucoup d'autres choses qui n'est pas respectées à la Chambre de la jeunesse. Tout ce que je peux vous dire, juste pour finir, parce que je vais laisser la place aux autres, c'est que le DPJ s'est voté des lois en faisant croire qu'ils sont protégés par les lois. Ce qui est entièrement faux et qui m'a été confirmé par une criminologue
criminologue. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, parce que moi j'ai des dossiers de plusieurs parents, puis ça va jusqu'à l'extorsion monétaire et ça va aussi avec des faux renseignements médicaux. J'ai les preuves de ces personnes-là. Et puis ce qu'il faut faire, c'est rencontrer un enquêteur des crimes majeurs, parce que moi j'ai rencontré un enquêteur de la Sûreté du Québec et c'est une chose des crimes majeurs. Ce sont les seuls qui vont poursuivre. Donc moi ce que je fais, j'ai étudié le code civil, le code criminel, et puis dans le code criminel, c'est clair, c'est quiconque commet telle action et telle action. Ils font des outrages au tribunal, des parjures, usage de faux. Ce sont réellement des criminels en abus de pouvoir. Mais excuse-moi, mais qui protège ces gens-là? Oui, juste pour terminer, j'ai fait la grève de la soif au Parlement de Québec l'été passé. Oui. Et j'ai vu quelques députés, dont Amir Kadé, ils l'ont arrêté le même soir. Et puis, je vous promets une nouvelle grève de la soif cet été, mais avec des barrages autochtones. Les Autochtones sont beaucoup victimes. Ils viennent d'être reconnus qu'ils ont été... il y a eu un génocide concernant les peuples autochtones dans les centres jeunesse. Ben, je vous promets une grosse chose cet été, mais pacifiquement, ça prend la commission d'enquête publique, ça prend une réforme. On fait affaire avec une gang de corrompus en pouvoir. On le voit, mais ça touche toutes les marges de société et j'ai les preuves juridiques de contre-interrogatoire, interrogatoire d'un psychologue qui a menti à la cour et j'entame des poursuites de 3 millions. J'envoie sa mise en demeure demain. Parfait. Merci pour Écoutez, attendez, j'ai une petite question pour monsieur. Écoutez, vous dites que on peut porter plainte, mais où vous êtes allé? À la GRC? Où vous êtes allé? Parce que je vous dirais, moi, que même les policiers, il y a des policiers qui se font dire de ne pas prendre les plaintes. Alors, Exactement. Moi, j'ai rencontré un enquêteur de la Sûreté du Québec. OK. Et puis... Est-ce qu'il a pris votre... J'ai plus de 1000 pages de preuves concrètes. J'ai même des enregistrements à caméra cachée avec le DPJ. Mais est-ce qu'ils ont pris votre plainte? Donc, lui me dit, tu mets ça dans les enquêtes. Tu vas voir à Montréal un enquêteur des crimes majeurs. Je dois prendre contact avec. La semaine prochaine, j'ai... oui, mais si moi, je vous disais que même s'il y a des plaintes qui les prennent pas, vous l'avez pas... Parce que moi, je peux vous affirmer que plusieurs plaintes qui sont faites à la police et ne sont pas... Et parce qu'on prend parti tout de suite pour les institutions. On peut faire les plaintes, mais c'est l'enquêteur des crimes majeurs. Parce que c'est un crime majeur de la traite humaine et il faut fournir les preuves pour... Oui, mais même avec les preuves, moi, j'ai des preuves, j'ai des copies. J'en ai en quantité industrielle. Et ce que je vais faire, je vais fournir les preuves comme j'ai déposé à l'ordre des psychologues. J'ai pas seulement formulé une plainte, j'ai déposé les plaintes de mes tests, mes réponses, l'expertise psychiatrique, le piquage de la cour du 25 mars 2011 qui prouve l'interrogatoire du DPJ. Puis moi, quand je l'ai contre-interrogé, il a fait un témoignage contradictoire. Parfait, Alex, monsieur. Juste, on veut vous dire merci parce qu'on va laisser la place à d'autres personnes aussi. Merci à vous. Merci et bon courage aussi. Au revoir. On va juste une seconde. Chantal, avez-vous quelque chose à dire? Oui, ben je voudrais juste ramener. J'aimerais ça qu'on dit parce que je pas tout à fait d'accord à dire que tout le monde est corrompu. J'aimerais préciser que le monde n'est pas corrompu. C'est exact de dire que la plupart, ils sont corrompus. Non, pas du tout. C'est une minorité qui ont du pouvoir et j'ai découvert même dernièrement qu'il y a même un juge de la Chambre de la jeunesse, Michel Brunet à Montérégie, qu'il a été emmené devant le Conseil de la magistrature par la Commission des droits de la personne parce qu'il a dit qu'ils faisaient pas leur travail, ce qui est vrai. Et j'ai une avocate parce qu'elle a dit que c'était se défendre, les parents se défendaient contre 3 Goliaths. Elle a eu une réprimande et a été sanctionnée par le barreau du Québec. Alors c'est un espoir ou quoi? Oui, mais moi je suis harcelée par mon ordre professionnel qui essaie moi aussi de dire que il espérerait que je tombe en épuisement professionnel. Mais pourquoi vous dites pas que la plupart sont corrompus? Pourquoi vous êtes pas Parce que je connais beaucoup de collègues, c'est que qu'est-ce qu'ils ont le choix, je l'avais dit l'autre fois, c'est entre se faire détruire psychologiquement ou détruire autrui en silence. Alors c'est un choix qui est pas acceptable. Alors on va juste écouter un autre appel et puis on va revenir avec Madame Baron. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute. Vous êtes monsieur? Mon nom, c'est Mario. Mario, oui. Ça tombe drôle parce que je connaissais l'autre Mario. Je connais très bien Jean-Robert. Excellent. On vous salue, monsieur. Et je vous ai déjà parlé avant. Excellent. Moi, je vous ai déjà parlé avant. Alors, je vous écoute, monsieur. Moi, je me suis fait enlever mes 2 enfants. Oui. Ils ont donné ça à la mère. Et mes 2 enfants, je les vois plus du tout. Depuis combien? Mon père et ma mère n'ont même plus le droit de les voir. Depuis combien de temps, monsieur? Vous ne les voyez pas, vos enfants? Non, ils ont eu une interdiction de la cour à Saint-Jérôme. Monsieur, depuis combien de temps vous ne voyez pas vos enfants, monsieur? Depuis juin 2012. 2012, OK. Et quels sont les motifs, là? Pourquoi ils vous ont enlevé vos enfants? Parce que je suis pas assez bien pour eux autres. Mais est-ce qu'il y a... Je critique la mère, la façon qu'elle habille mes enfants. Oui. Les enfants sont très mal habillés, très mal éduqués.
Et compte tenu que je fais ça, c'est pas correct. Et ma mère fait la même chose. Ma mère a été enseignante pendant 35 ans de sa vie. Oui. Et on a fait la même affaire. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Le juge, on dit qu'il n'y a pas de corruption qui se fait. Le juge m'a traité de poison pour mes enfants. Oui, okay. Oui, les juges ont le droit de traiter les citoyens comme ça, mais quand des avocats comme... Non, mais je dis, ils donnent le droit, okay. Ils donnent le droit de pas respecter la loi puis de traiter les citoyens, mais quand des avocats disent, comme Mme Madeleine Drolet-Savoie dit que c'est écœurant, elle a des réprimandes du barreau. Oui. Quand elle dit que c'est David contre Goliath, elle se fait réprimander par le barreau. Oui. Quand un juge dit que c'est pas acceptable que son ordonnance soit pas respectée pendant 9 mois, puis que la Commission des droits de la personne ne fait pas son travail, il se fait réprimander par le Conseil de la magistrature. Comprenez-vous que... Et le même juge, en 2011, avait rendu un jugement que je voyais mes enfants, que ça monte graduellement, et j'avais ordonné à la mère, et je me battais avec la DPJ. La DPJ me le donnait 2 heures par 2 semaines. Moi, je reste à 2 heures de route pour aller voir mes enfants, mes 2 garçons. Et j'en ai 2 autres qui restent avec moi et ma nouvelle conjointe. Mais Monsieur Mario, malgré les 2 heures de route, vous allez les voir souvent, chaque fois que vous avez la possibilité? Ils veulent pas que j'y voie. Oui. Malheureusement, quand les gens sont de prise avec la DPJ... Août 2012, le jugement a été rendu. Depuis juin, la femme de la DPJ, je peux nommer son nom, là. Oui. Ça me dérange pas. Elle s'appelle Marie-Christine... non, c'est pas Marie-Christine, c'est Christine Allary. En jeunesse des Laurentides. Oui. OK. Elle dit, je vais tout faire pour pas tuer tes enfants. Ah oui, c'est comme ça que je t'aime pas la face. Exactement, c'est ça. C'est le témoignage qu'on a malheureusement. Ça tourne autour de ça. Juste par rapport à ça, justement, sur le site d'AC du DPJ, Jean-Robert a fait vraiment, vous allez sur, quand vous descendez, je vais laisser Jean-Robert parler parce que il a fait que faire ci pour outiller les gens et il y a beaucoup, on va faire une mise à jour, là, mais vous pouvez aller vous référer sur son site pour vous protéger. Effectivement. Même là, ils ont porté plainte contre moi, contre menace. Ah oui, c'est ça. La femme de DPJ, Christine Allary, a toujours dit à mon endroit, elle dit, quand est-ce que tu reviens rester dans les Laurentides? Jamais. Elle dit, tu vas pouvoir enlever tes 2 autres enfants. T'es-tu malade, toi? Mais c'est pour ça aussi qu'on suggère fortement d'enregistrer toute conversation. Les conversations, oui, ça fait. Parce que, si possible, vidéo, parce que une conversation vidéo est plus facile à produire au tribunal qu'une conversation non, ça dépend, audio seulement. Parce qu'audio seulement, ça peut être plus facilement contestable. Mais pour avoir des preuves, au moins, oui. C'est ça. Tu sais, je suis qui en plus. Oui. Non, mais alors, je voudrais juste ramener... Rapidement, Monsieur Mario, on a bien entendu votre témoignage, donc je te remercie. On va laisser la parole à d'autres personnes, OK? Je voudrais juste j'aimerais que ça se fasse entendre que ça serait que je voie mes enfants. C'est clair, là. Votre message est passé, monsieur. Écoutez, allez sur les sites de référence. Vous avez l'article d'Adam Richard qui a écrit des sites de référence. Vous pouvez aller voir des organismes. On est en train de se regrouper. Alors, allez vous consulter, puis écrivez-nous, puis on se regroupe, puis on grossit. On est une majorité, puis c'est en s'unissant, l'union fait la force. On lâche pas. Je connais même M. Stoll. Parfait. C'est parfait. Alors merci, M. Mario. Juste avant de revenir à prendre un autre appel, j'aimerais bien juste Mme Baron, Mme Louise Baron, elle est conseillère en Action Autonomie. Mme Baron, je sais que l'Action Autonomie, en 2005, si je ne me trompe pas, a déposé une loi 125, un projet de loi 125, si je ne me trompe pas. Et donc ce projet-là, il marquait dans l'article, article 4, toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Est-ce que cette décision, cette proposition qui était depuis très longtemps, est-ce que vous la maintenez jusqu'à aujourd'hui? Nous, on a déposé un mémoire lorsqu'il y a eu une présentation d'un projet de loi concernant la réforme de la protection de la jeunesse là, dans les années 2004 et 2005. Et il reste que oui, on a mis de l'avant l'effet qu'on doit prendre toutes les mesures, les moyens nécessaires pour maintenir l'enfant dans son milieu familial, mais ça veut dire aussi de mettre aussi sur un soutien réel dans un temps raisonnable, c'est-à-dire donner des services, des ressources adéquates, je veux dire même de l'accompagnement si nécessaire aux parents pour faire en sorte qu'ils puissent garder toujours contact avec leurs enfants ou récupérer s'il y a lieu la garde de leurs enfants. Donc actuellement, ce qu'on dénonce, c'est le fait qu'il n'y avait pas de soutien réel, de mesures appropriées et aussi de donner la chance finalement aux parents qui éprouveraient certaines fois des difficultés, c'est-à-dire de donner du temps nécessaire pour qu'ils puissent développer ou améliorer
devenir des parents, devenir des parents avec des capacités. Donc, c'est important donc, c'est important de maintenir évidemment, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, évidemment, il y a des situations où est-ce que finalement, les enfants sont complètement battus, agressés sexuellement. Là, il y a aussi des mesures à prendre nécessaires par rapport à protéger l'enfant, mais il reste que on doit maintenir le principe du maintien de l'enfant dans son milieu familial avec des mesures appropriées. Très bien dit. Mais Madame Baron, juste pour revenir, ça veut dire que l'enfant, pour vous, c'est-à-dire il faut venir en aide à la famille les parents avant l'enfant. Ça veut dire qu'on doit aider finalement les membres de la famille à ce qu'ils puissent les membres de la famille, parce que je dirais il y a les parents qu'on peut les soutenir, les aider, mais il y a aussi élargie, avec les enfants qui sont parce qu'une famille c'est quand même un groupe. Alors, je pense qu'on doit donner principalement de l'aide aux parents, mais aussi aux enfants, afin en sorte que les enfants puissent rester dans le plus possible le milieu familial, avec du soutien et de l'aide réelle dans les temps, le plus rapidement possible, pas dans 1 an, 2 ans. Ce qui n'est pas fait malheureusement. Juste, on va prendre un appel et puis on va revenir avec Mme Chantal. Oui, monsieur. Oui, allô? Oui, moi, je suis un père qui a la garde de ses enfants. Bonjour, monsieur. Vous êtes qui? Votre nom? Je suis Stéphane, du groupe Non aux abus du DPJ sur Facebook. Oui. Bon, moi, j'ai la garde de mes enfants depuis 2 ans. Okay. Mais pendant 12 ans de temps, mes enfants faisaient des dénonciations à l'intervenante sociale, qui était une agente de relations humaines, comme maman m'a étranglé, maman m'a frappé. Mon ex faisait même consommer de la marijuana à mon garçon de 12 ans. Et ça a duré pendant 12 ans de temps. 12 ans, oui. Ah oui, aujourd'hui, la mère a plaidé coupable aux criminels. Oui. Alors, j'avais raison, avec le plaidoyer de la mère aux criminels de culpabilité. Ça prouvait que pendant 12 ans de temps, on avait eu raison. Et le pire, c'est que même ma fille disait à l'intervenante sociale, moi-même, m'a étranglé. L'intervenante sociale se mettait à parler de son verre de contact. Oui, mais c'est bizarre, ça veut dire, vous êtes en train de dire que la DPJ, elle était depuis pendant 12 ans, et ils étaient vraiment, ils avaient tort. Ben oui, parce que la mère a plaidé. Et ils ont insisté. J'ai la garde de mes enfants. Et ils ont insisté. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu la chance, dans la malchance, que la mère récidive une fin de semaine. Et cette fin de semaine-là, la plainte est allée pas à l'intervenante qui avait le dossier, mais à une intervenante en mesure d'urgence qui, elle, faisait partie de l'ordre des travailleurs sociaux. Et cette femme-là, après une rencontre de 5 minutes avec chaque enfant, a pris la décision de se rendre au poste de police avec mes enfants. Et elle m'a appelé, elle me dit, monsieur, ce que je viens d'entendre de vos enfants, c'est très grave. Je me rends au poste de police avec eux. Si vous me permettez... Alors pourquoi cette intervenante-là, dans l'espace de 5 minutes, a pu comprendre le problème et que l'intervenante au dossier, Daniel Lemelin, n'a jamais rien fait sur une base de 12 ans. Mais c'est ce que je peux vous dire. J'aimerais bien que les gens qui vous écoutent aujourd'hui prennent quand même... vous êtes vraiment un outil. Vous êtes quand même... Vous donnez courage à tout le monde de ne pas baisser les bras et vous arrivez quand même à un résultat souhaitable à tout le monde. D'accusations criminelles contre eux. J'aimerais répondre à sa question. On va juste dire, avant de raccrocher, j'aimerais bien que Chantal me dise un mot sur... Parce que vous avez demandé pourquoi, et justement, on a réponse, parce qu'il y a eu une étude, il y a eu un projet de loi 21 déposé il y a longtemps, et ça a été adopté depuis le 20 septembre 2012, et maintenant, c'est une activité réservée, l'évaluation dans le cadre de la loi de la protection de la jeunesse, et même devant le tribunal de la Chambre de la jeunesse, c'est une activité réservée aux psychoéducateurs et aux travailleurs sociaux faisant partie d'un ordre. Mais les gens ne le savent pas et la DPJ ne respecte pas la loi et il inclut les juges. Alors, ça fait partie des recommandations. Moi, je dis aux gens, quand la DPJ arrive, exiger un psychoéducateur faisant partie d'un ordre, exiger un travailleur social. Et la raison pour laquelle on a décidé ça, c'est justement le risque de préjudice gravité, et parce que ça prend et la compétence que ça prend justement pour l'évaluation. Alors, quand il y a le signalement que la période d'évaluation, vous êtes en droit d'exiger qu'on respecte la loi, demander un psychoéducateur faisant partie d'un ordre et demander un travailleur social, sinon vous n'ouvrez pas la porte. Ça, c'est de droit. Soyez toujours accompagné, comme Jean-Robert, idéalement, ayez un enregistreur, et, au contraire, un audio, ça prend moins de place, et je vous dirais, vous demandez pourquoi, c'est ça. C'est ça le problème, c'est qu'on garde des gens qui n'ont pas la compétence. Mais quand même,
aussi le courage et la patience du monsieur là qu'on vient d'entendre. Quand même, ça joue beaucoup. Hein. C'est pas des gens qui laissent. Oui, monsieur. Je m'excuse. Par rapport à ce que Madame Minot nous disait que ça prend de la place, c'est qu'il existe actuellement des lunettes caméra. Oui. Alors, ça a l'air d'une lunette de soleil ordinaire là. Oui. Et elle peut filmer. Et elle peut filmer. Alors, c'est une petite carte comme pour un téléphone cellulaire qu'on plug dedans là. Oui. Et à ce moment-là, on peut filmer plusieurs heures. Oui. Donc, mais moi, je parle côté concret à la cour comme preuve. Les juges n'aiment pas ça. Alors, on essaie de... Oui, mais quand vous dites que ça prend du courage, le courage m'a valu 3 accusations criminelles que j'ai été acquitté. Parce que quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, il y a 10 ans, ma blonde avait été victime de violence de son conjoint. Alors, comme moi, j'avais déjà mal à partir avec la DPJ, il était hors de question pour la DPJ que ma nouvelle conjointe ait son enfant avec nous. Donc, ils ont fait adopter l'enfant de ma blonde avec la loi 125, disant que j'étais un criminel, parce que moi, j'avais déjà eu des dossiers criminels en 89. Mais monsieur, qu'est-ce que vous... En 89, j'étais pas papa. Puis ma blonde, en 89, elle avait 9 ans. Alors, pendant le procès de ma blonde, on énumérait mes dossiers criminels pour justifier que ma conjointe n'est pas sa fille. Alors, ma blonde, qui est avec moi depuis 10 ans, a perdu sa fille avec la loi 125. Et moi, aujourd'hui, j'ai mes enfants. Mais dans le dossier de ma blonde, la psychologue avait porté plainte contre mon criminel. J'ai été acquitté. Le travailleur social, dans le dossier de ma blonde, avait porté plainte contre mon criminel. J'ai été acquitté. La famille d'accueil que l'enfant de ma blonde avait porté plainte contre mon criminel et j'ai été acquitté. Quand vous dites que ça prend du courage, ça prend plus que du courage. Tout à fait, il faut être un peu fou pour se battre contre cet organisme-là. Oui, tout à fait. Et on se fait traiter de fou. On en vient même à demander à se remettre nous-mêmes en question. Tout à fait. Mais c'est leur technique, c'est leur technique de faire lutter. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? C'est incroyable. On vit avec un système... Plus que de la force, monsieur. Ça prend... Je ne sais pas que la force que j'ai eue pour me battre pendant 12 ans, mais... Je comprends des gens de lancer la serviette puis de dire il n'y a rien à faire. Mais malheureusement, il ne faut pas faire ça. Exactement. Mais je peux comprendre des gens de tomber en dépression, de ne plus savoir quoi faire. Il faut savoir s'entourer. Entourez-vous, monsieur. Moi, en tout cas, je vous félicite. Vous êtes un exemple de courage. Et entourez-vous, puis appelez-nous, on se regroupe. Lâchez pas, parce que... moi, je vous invite sur mon groupe Non, c'est abus du DPJ. Je connais très bien Jean-Robert. OK, parfait. Je connais très bien Mario aussi, qui a appelé, qui a fait la grève de la soif. Si vous avez la chance, écrivez-moi un courriel. Écrivez-moi un courriel parce qu'on se regroupe et je vous enverrai l'invitation. Alors, monsieur, on vous salue d'ici. Vraiment, félicitations. Et puis, vous êtes vraiment un moteur vraiment d'énergie pour tous ceux qui ont été. Je me mange dans les mains. Puis moi, je demandais un suivi d'1 an pour me protéger de mon ex-conjointe puis protéger mes enfants. Et on n'a même pas voulu me donner un suivi d'1 an. On a donné un suivi de 12 ans à mon ex-conjointe qui battait mes enfants. Mais quand c'est moi qui ai la garde de mes enfants, je demande un suivi d'1 an et on m'a accordé que 6 mois. Alors, merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. On va juste passer à madame Baron. Les gens, madame, il y a des gens qui tombent dans la dépression. Alors, ça sera facile de les déclarer comme quoi ils sont malades, ils ont des troubles mentaux. Des problèmes mentaux, des troubles mentaux. Et ça sera facile aussi de retirer leurs enfants. Mais c'est pas une justification. Ils sont pas supposés aider les... Je pose la question à madame Baron, parce qu'elle est spécialisée dans ce système-là. Qu'est-ce que vous aviez à nous dire aujourd'hui? Effectivement, on entend des gens qui témoignent que finalement, c'est suite à toute l'intervention au niveau de la protection de la jeunesse qui vivent des séquelles psychologiques importantes. Mais effectivement, je veux dire, nous, ce qu'on dénonce, c'est le fait qu'on ne doit pas avoir de préjugés au prime abord par rapport aux capacités des parents qui ont eu du système de services de santé, services sociaux, un diagnostic au niveau de la santé mentale. Donc, ce qui est important, c'est que on doit, c'est ça, Action Autonomie a dénoncé, c'est le fait que on doit pas stigmatiser les personnes qui ont un diagnostic, comme ça, que les intervenants doivent avoir des formations pour faire en sorte qu'ils fassent un travail d'une façon objective en disant, bon,
les parents ont des capacités, comment on peut les outiller ou les aider s'il y a lieu, etc. Mais pas de prime abord de dire, la personne a un diagnostic mental, on doit se poser la question, est-ce qu'on doit retirer ou pas la garde des enfants? Nous, on dénonce cette façon de faire, donc on dit non, on dit que un parent est un parent, c'est des personnes ayant un diagnostic en santé mentale, c'est des citoyens à part entière, alors on doit considérer ce qu'ils sont avant tout comme des citoyens à part entière. Non, mais ce que je voulais souligner, Madame Baron, c'est juste que chaque personne, il est exposé de tomber dans une dépression, vous comprenez? Oui, et malheureusement, c'est momentané. Hein. Il peut être 2-3 jours, 1 mois, je sais pas. Et le rôle, malheureusement, l'intervention de la DPJ, elle est un petit peu abusive. Hein. Et effectivement, elle occasionne directement des problèmes de santé mentale. Elle peut même... Parce que par la torture psychologique qu'on envoie vers les parents, le parent, il s'attend à un moment donné qu'on va l'apprécier positivement, qu'on va trouver qu'il y a des certaines qualités, mais non, ce système-là ne fait que le dénigrer et on lui coupe abusivement ses contacts avec ses enfants en inventant des raisons qui souvent n'ont rien à voir avec quelque chose de santé mentale. Mais là, à un moment donné, le parent, à force de se faire taper dessus, là, il part en dépression. Madame Chantal, quelqu'un qui conteste les agissements de la DPJ, on le déclare... Mais c'est parce qu'avant de contester, c'est comme M. Robert disait, c'est qu'ils mettent en confiance et malheureusement, les gens, ils se confient parce qu'ils pensent que c'est pour avoir de l'aide, alors ils confient leurs limites, même tout petites qu'elles ne seraient. Exemple, j'ai déjà eu peut-être un déficit d'attention, ils vont centrer dessus, puis ils vont le grossir, puis ils vont réussir à convaincre des jeunes 20 ans, 25 ans qui ont, à force de harceler, vraiment, c'est de l'harcèlement, ils vont finir par les convaincre qu'ils ont des problèmes, puis ils vont finir par abandonner. Parce que, puis je vous le dis, j'ai plusieurs dossiers que je dois tout simplement dire t'es capable et j'ai rien d'autre à faire. J'ai juste à les protéger contre les intervenants de la DPJ et le travail se fait tout seul. Écoutez, c'est pas normal. Oui, mais maintenant, Richard, Adam, je veux poser la question suivante. Pensez-vous que vraiment la dénonciation serve comme solution? Le fait de dénoncer, là... C'est peut-être pas la panacée, la solution qui résout tout, mais c'est définitivement une piste de solution parce que ça permet de briser la solitude, de briser le silence. Oui. Et si le silence n'est pas brisé, on pourra jamais sortir de la situation. Donc, c'est la première étape vers une autre piste de solution. Donc, si on dénonce pas, on peut pas briser le silence, on peut pas se regrouper. Et là, on est en phase de regroupement, comme Mme Mineault disait. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place, mais à la base, ça a pris des années, de nombreuses énonciations. Mais il y a une incrédulité, une volonté de pas vouloir croire qu'il faut combattre, puis on est en train de franchir un seuil, je pense, à ce niveau-là. Exactement. Et par rapport à ça, je voudrais spécifier contre ça, c'est un mécanisme de défense. Hein. Les gens, c'est très difficile de prendre conscience et le réflexe, ça va de dire ça se peut pas. C'est trop gros à accepter, Comme le courriel de Stéphane M. Bergeron, c'est dans le fond, il peut pas croire, mais c'est parce que même si tu veux pas croire, c'est parce que regarde et lis, parce que ça se peut pas, c'est pas des cas isolés là. Il faut qu'on enlève son enfant là pour qu'il va comprendre. Non mais non, mais il faudrait peut-être qu'il est sur Internet puis qu'il regarde les plusieurs sites puis qu'il prenne connaissance. Parler avec les gens là. Non mais ils parlent, les gens ils parlent là, maintenant sur Internet. Mais le monde il ferme les yeux. Ce que je peux vous dire actuellement, moi sur Facebook, je suis très actif dans la dénonciation de ce qui se passe là-dedans. Madame Véronique Yvon, qui est pourtant la ministre responsable des centres de jeunesse, ne rentre jamais en contact avec moi. J'ai ses messages régulièrement sur Facebook. Vous avez essayé de communiquer avec elle et ça marche pas? Elle semble ignorer totalement. Vous n'existez pas. Non, il semble que les centres de jeunesse, le cas des centres de jeunesse ne l'intéresse pas, pourtant c'est la ministre responsable. Alors, si vous me permettez, je vais faire une petite pause musicale. On va faire une petite pause musicale et je rappelle les auditeurs et les auditrices comme quoi le sujet d'aujourd'hui, comment se protéger de la DPJ, la ligne est ouverte. Si vous voulez communiquer avec nous, si vous avez des questions à poser, alors je vous rappelle le 514-495-2597. Je répète, le 514-495-2597. Si vous avez des problèmes avec la DPJ, si vous avez des questions à poser, rappelez-nous, nous sommes à l'écoute. Je serais juste à ramener. On t'a délaissé, seul et blessé, d'autres ont été maltraités, pour certains abusés, 25 000 gars par année, juste besoin d'être écouté, sentir comme un détenu, privé de sa liberté, noirceur dans le paysage, douleur dans leur bagage, comme un animal en cage, vivre seul et rempli de rage, dur à vivre pour un enfant, perdu dans un système, seul et prisonnier d'une vie qui n'est pas la sienne.
avec le cœur dans la glace. On m'appelle l'enfant de la DPJ. Depuis ma naissance, je cherche ma place. Je cherche surtout le bonheur aussi. Je me sens abandonné avec le cœur dans la glace. On m'appelle l'enfant de la DPJ. ITS en TS, périt leur détresse, rongé d'une grande tristesse, seul et sans adresse, séparé de ceux que t'aimes, dans le noir d'un de ces cachots, garoché d'un bord puis de l'autre, devenir qu'un numéro, incapable de faire confiance, habité d'une grande souffrance, vivre seul et dans le silence, rongé d'un mal immense, avoir peur de l'avenir, devoir affronter la vie, n'être qu'un de ses enfants, des couloirs de la DPJ. Voilà donc, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Notre sujet d'aujourd'hui, il est comment se protéger de la DPJ d'une manière, ou de façon constructive. Mes invités d'aujourd'hui, Madame Chantal Minault, psychoéducatrice, Monsieur Adam Richard, il est auteur de plusieurs articles sur le sujet d'aujourd'hui aussi. J'ai Madame Louise Baron, elle est conseillère à l'Action Autonomie, et j'ai Jean-Robert, une victime, et c'est quelqu'un qui est engagé depuis des années pour venir en aide aux victimes de la DPJ. Alors là, je reviens maintenant à Monsieur Jean-Robert, si vous me permettez, sur votre site. Comment pouvons-nous se servir de votre site, je parle des victimes? Eh bien, voyez-vous, sur le site, au départ, on dénonce la situation, mais aussi, on joint régulièrement de très bons articles, dont Que faire si, et aussi Protéger vos enfants, qui... Quels sont les conseils que vous donnez aujourd'hui? On a plusieurs items, oui, selon votre situation, si vous êtes sur le point de tomber dans le système ou si vous êtes déjà dans le système. Voilà. Mais évidemment, ces références-là ou ces éditoriaux-là ont été faits à partir de personnes qui n'étaient pas des professionnels. Alors, et maintenant qu'on a accès à Mme Mimo, il y a plusieurs mises à jour qui vont être faites là, dans les jours à venir, donc vous pourrez revérifier régulièrement. Et aussi, quand vous arrivez sur le site, on a plusieurs forums, dont un forum, quand vous cliquez sur l'item forum, et ça va vous dérouler plusieurs sujets. L'adresse de votre site, c'est quoi? L'adresse du site, c'est quoi? C'est acdupj.webgov.com. Voulez-vous les répéter, s'il vous plaît? acdupj, ASSEZ-DUDPJ, .webgov, web comme Internet, donc Internet en anglais, et gov comme cover, donc webgov.com. Excellent. Avec Google, vous faites assez du DPJ, vous allez le trouver tout de suite. Excellent, merci. Il sort en premier. Alors, oui. Et c'est ça. Donc, en cliquant sur le forum, là, vous avez plusieurs items, dont vos droits. Et quand vous cliquez sur vos droits, là, vous avez plusieurs items qui vous donnent de l'information juridique, là, d'articles qui ont été ramassés au fur et à mesure des années pour vous sécuriser par rapport à vos actions, dont justement celui d'enregistrer, parce que souvent, là, les Angeles apprécieront pas que vous enregistrez, mais ça, ne leur dites pas que vous enregistrez, parce que si vous leur dites, ils vont systématiquement refuser, ils vont vous interdire. Ça va compliquer un petit peu la chose, oui. Alors, mais c'est un droit qui est clairement établi. Là, si quand vous arrivez sur le site, là, il y a en rouge 4 items, dont le 4e, vous voyez, c'est marqué enregistré, et vous voyez que quand vous passez votre souris sur le mot enregistré, elle se souligne. Donc, vous cliquez sur enregistrer, et là, ça vous amène sur les textes de loi et tout ce qu'il y a par rapport à l'enregistrement. Oui. Alors, c'est de façon simple de trouver beaucoup d'articles, là, parce qu'il est difficile de mettre sur une page d'accueil tout ce que c'est qu'on voudrait pouvoir mettre. Alors, la solution qui a été trouvée, ça a été de mettre des liens sur les mots. Alors, quand vous voyez qu'un mot ou un groupe de mots change de couleur, généralement, passer la souris par-dessus, vous allez voir que ça se souligne. Et à ce moment-là, ça veut dire que ça vous amène vers un lien plus explicatif. Oui.
Puis, Chantal, vous voulez ajouter quelque chose? Ben, justement, parce qu'il a fait un trait, écoutez, c'est merveilleux son site. Juste à la page principale, quand vous ouvrez, vous descendez un peu, c'est là qu'il parle qu'enregistrement, et il y a que faire si. Là, ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Que faire si, et que vous cliquez dessus, là, ça va s'ouvrir, puis il y a des questions à répondre un peu. C'est ça qu'on essaie de faire, mais on n'aura pas le temps de tout voir, mais vous pouvez aller là, vous allez trouver des réponses. Que faire si la DPJ arrive, qu'est-ce que vous devez faire? Parce qu'on va essayer de vous faire croire que vous n'avez pas de droit, que vous n'avez pas ci, pas ça. Alors, ne les croyez pas. S'il vous plaît, consultez autour de vous. On est plusieurs. Ils vont essayer de vous dire que vous n'avez pas le droit d'être accompagné. C'est faux. Ils vont essayer de dire que vous n'avez pas le droit d'enregistrer. C'est faux. Vous avez le droit d'enregistrer dès que vous êtes partie prenante de la conversation. Qu'importe où vous êtes, vous n'êtes pas obligé de prévenir l'autre partie. J'aimerais juste ajouter aussi, j'ai joint un feuillet que les gens pourront s'imprimer et remplir parce que compte tenu que la confidentialité, c'est un droit qui appartient aux parents et non à la DPJ, contrairement à ce que tous les médias tentent de faire croire. J'ai un exemple de lettre que les gens pourront remplir et signer et garder une copie et faire signer l'intervenant de la DPJ. Pour la confidentialité? C'est ça. Et qui peuvent avoir un témoin, mais qui peuvent discuter du cas, mais en présence du parent seulement. Parce que pour pas que la DPJ contacte le témoin par en arrière en lui faisant comprendre des petits sous-entendus menaçants. Donc, on s'assure que de cette façon-là, ils ne peuvent pas communiquer par en arrière. Parfait. Maintenant, j'aimerais juste poser une question à Mme Baron, si vous me permettez, Mme Louise Baron. À votre niveau, à vous, Action Autonomie, quels sont les droits et les services que peuvent recevoir les parents quand la DPJ intervient? À votre niveau, nous, c'est un peu général, là, ce qu'on va dire. Monsieur Jean-Robert, sur son site, a quand même beaucoup d'informations détaillées. Alors, ce que tout parent doit savoir, au niveau que on doit doit avoir un service du centre jeunesse de qualité. On doit aussi, lorsqu'on n'est pas respecté, parce que au niveau de notre dignité, etc., de faire savoir aux intervenants devant nous que on est des citoyens, qu'ils doivent nous traiter comme des personnes, respectueusement. Et on peut aussi refuser ou pas une mesure volontaire. Évidemment, ce qui est très important, je pense que lorsque malheureusement la direction de protection de jeunesse intervient, je pense c'est de consulter, de prendre des renseignements pour s'il y a des réponses à donner aux intervenants, là, de répondre d'une façon adéquate, dans la mesure de dire la vérité, mais juste en tout cas des informations qui nous avantagent, désavantages. Donc toujours des réponses très courtes pour faire en sorte qu'on puisse pas avoir des problèmes par la suite avec tout ce qu'on dit. Ça pourrait être peut-être retenu contre nous. Donc vraiment à donner des réponses très 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 courtes. Et évidemment, si on n'est pas sûr de donner une réponse qui peut nous nuire ou pas, évidemment de consulter les experts en location ou des gens qui ont passé par là et qui ont peut-être. Il faut quand même pas se décourager. Il y a des gens quand même qui ont récupéré la garde de leurs enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations où est-ce que c'est difficilement, mais il reste que non, mais il faut garder espoir quand même, parce que je veux dire, si on dit toujours que comme ça, oui, on a vu quelques parents qui ont pu récupérer la garde des enfants. Alors aussi, évidemment, comme Mme Mignot a dit, on a doit d'être accompagné, etc. Et puis, c'est important et ça donne, on doit participer à l'élaboration, à l'application et la révision du plan d'intervention. Et malheureusement, des fois, il y a des parents qui doivent intervenir pour faire en sorte que le plan d'intervention se réalise, parce que des fois, on laisse un peu de côté le plan d'intervention parce qu'on met pas l'accent sur comment soutenir vraiment les parents dans leur capacité parentale. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui... Je voudrais rajouter à ça, juste il y a une révision qui doit se faire aux 3 mois selon la loi des services de santé et services sociaux. Oui. Mais il faut pas oublier que ça, c'est seulement et uniquement une fois que l'enfant est enlevé, là. Parce qu'avant, tant ou si longtemps que la DPJ enquête, le parent n'est pas obligé de collaborer. Non, pas du tout. Mais Robert, il n'a pas avantage à se confier, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir agrandir l'enquête. Là-dessus, j'aimerais juste préciser que quand ils arrivent, là, au début, ils ont un pouvoir d'enquête qui est limité avec la loi de la protection de la jeunesse s'il y a un risque de compromission. Il faut qu'il y ait une preuve. Alors, vous demandez, c'est quoi votre preuve? S'il n'y en a pas, vous
laissés à l'extérieur, ils n'ont pas d'affaires à venir, OK? Il faut qu'il y ait une preuve parce qu'il peut y avoir de l'harcèlement de quelqu'un qui fait une plainte pour rien et vous n'avez pas à subir ça. Puis de signalement, vous parlez? Oui. Si l'intervenant n'est pas capable d'avoir le discernement, ben c'est pas votre problème. Vous avez le droit de dire non. Vous dites, OK, qu'est-ce que vous reprochez? En quoi mes enfants sont compromis ou qu'il y a un risque? S'il y a rien, puis c'est du commérage, vous avez le droit de dire, excusez-moi, moi, j'ai pas d'affaires, tous mes enfants vont bien, puis... Ça peut en périr aussi, son cas. Écoutez, non, mais... oui. Moi, les témoignages que j'ai reçus, c'est... Attention, mais vous avez raison, mais sauf que là, le choix que les gens ont, c'est de recevoir 3-4 claques ou de recevoir des coups de poing. Tout à fait. Moi, qu'est-ce que je vous dis? Si vous dites non, attendez-vous de recevoir des coups de poing. Exactement. Protégez-vous. Mais oui, attendez-vous. Parce qu'ils vont vous dire, là, si tu signes pas en mesure volontaire, on va t'emmener devant le tribunal. Vous dites, OK, emmène-moi. Au tribunal, oui. Emmenez-moi. Mais protégez-vous, soyez accompagnés, outillez-vous. Mais c'est sûr. Et ne signez rien. Oui, signez rien. Mais préparez-vous à être attaqué, c'est sûr. C'est sûr. Si vous êtes vulnérable, préparez-vous à être attaqué. Mais sauf que vous allez être comme d'autres dossiers l'année passée, là, ils ont attaqué, écoutez, sans arrêt, de février à septembre. C'est ça 8 fois en cours. Mais j'étais là pour les protéger, mais vous aurez pas, là, on se regroupe. Mais préparez-vous, oui, mais protégez-vous, soyez entourés. Mais Madame Chantal, vous n'êtes pas là à chaque cas, c'est ça? Non, mais c'est pour ça que je dis entouré. Oui, mais il y a la famille, les amis. L'information qu'on peut s'échanger. C'est parce que les gens, ils pensent, je suis capable tout seul. Non, c'est pas que vous n'êtes pas capable tout seul. C'est d'avoir un témoin extérieur, un intervenant idéalement, un intervenant que vous pouvez trouver qui peut être témoin. Il y en a qui acceptent, là, des CLSC ou de l'école, à amener des grands-parents, des amis qui soient témoins toujours. Soyez jamais seuls. Exactement, c'est très bon. Jamais un excellent conseil. Robert, Richard, Adam, vous voulez dire quelque chose? Oui, ben c'est ça. Je voulais juste mentionner, vu que le sujet est venu sur le tapis, là, on est plus dans la question de défense des droits puis tout ça. Donc, je sais que je peux pas vraiment donner de conseils juridiques parce qu'on ne sont pas compétents pour ça. Ouais. Mais je vais revenir avec les commentaires du premier Mario qui a appelé. Oui. Ça vaut la peine de prendre la peine chacun de s'informer de ses droits. Tout à fait. Donc, la charte des droits et libertés du Canada. Le Code civil, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Personne qui nous empêche de absolument pas. Et nos droits sont listés là et on se fie à ce que les institutions gouvernementales respectent nos droits à la lettre, mais non, c'est toujours de notre responsabilité à nous à veiller à ce que nos droits sont respectés si quelqu'un vient empiéter. Donc c'est là que vient en question si on cogne à votre porte. Avec que ce soit un agent du DPJ, que ce soit un policier, même c'est le même principe. C'est l'interaction entre l'État et les citoyens qui rentre en ligne de compte. C'est de voir que vous n'êtes pas obligé de consentir. Il n'y a pas une obligation. Il faut vraiment qu'il y ait une cause réelle pour justifier l'intervention. Et puis souvent aussi, c'est qu'on va arriver avec une apparence de gentillesse en prétendant offrir des services. Puis là, on va essayer de faire signer à personne. Puis si la personne s'objecte à signer, elle dit pourquoi je signerais? Ben là souvent c'est là que les menaces vont se faire. Ben si vous signez pas demain, vous allez être en cours. Oui, mais de toute façon, demain vous allez être en cours si vous signez, parce que à ce moment-là, quand vous signez, vous accusez vous-même, vous reconnaissez coupable de quelque chose que vous savez pas. Et vous même pas quand vous acceptez une rencontre, la première rencontre. Si c'est pas légitimé, vous n'avez pas d'affaire. En fait, tout le système est basé sur le consentement. Et c'est un consentement qu'on croit qu'on est obligé à donner, et ça c'est faux. C'est là que ça devient important de connaître nos droits. Un autre détail assez important que j'inviterais les auditeurs à aller explorer, là, c'est la différence entre une personne humaine et une personne morale. Parce qu'aux yeux de la loi, dans la plupart de pratiquement tous les textes de loi, il y a quelques exceptions, mais le mot personne désigne uniquement une personne morale. Comme une corporation dans le fond, une personne juridique. Et donc cette entité-là, cette personne-là n'a pas les mêmes droits qu'une personne humaine. Et c'est là qu'il y a une porte d'ouvert pour les abus du gouvernement face à notre ignorance à nos droits, puis il y a une confusion entre les deux concepts. Donc certaines personnes, je ne veux pas généraliser le gouvernement, mais disons que certaines personnes au courant de la loi vont utiliser de ces principes-là pour nous berner et faire des abus de pouvoir tels qu'on le constate dans les situations là, qu'on mentionne. Ils ont leur propre lecture de la loi. Il y a des bons articles, Monsieur Richard, là-dessus. C'est vraiment oui, parce que comme la personne en tant que telle, si vous le présentez en lettres minuscules avec l'acte de naissance, c'est vous comme personne. Mais si en vous tant qu'être humain. Et si vous présentez en lettres majuscules, je laisse parler. Les lettres majuscules, c'est la personne morale, absolument. Jean-Robert. Et la personne morale est la propriété du gouvernement. Jean-Robert, j'aimerais juste dire rapidement que les codes que tu as cités, là, on les retrouve sur mon site. Donc, les gens qui ne sont pas habitués à faire des recherches sur Internet vont sur mon site en cliquant forum, vos droits. Et dans vos droits, là, quand il va dérouler, là, vous allez voir les différents codes.
Oui, j'aimerais bien savoir, avant, je vous passerai la parole, Mme Chantal Minault, M. Jean-Robert, est-ce qu'il y a des préventions? Est-ce qu'il y a des actes qu'on peut faire? La première prévention, là, c'est au départ de ne pas se laisser influencer par un beau sourire de ces gens-là. Parce que derrière ça, parce que dès qu'on accepte le beau sourire, on se désigne coupable sans même le savoir. Et à partir de là, ça devient très difficile de reculer. Alors, les gens doivent affirmer, quand la personne se présente à leur porte en disant « Je suis la DPJ », la personne doit dire catégoriquement « Je vous remercie, mais je n'ai pas besoin de vos services. » Parce que eux, c'est un service qu'ils offrent. Exactement. Puis s'ils font des menaces, écoutez, défendez-vous. Parce que dès que vous avez peur, vous adhérez aux menaces, là, vous embarquez dans l'engrenage. Exactement. Alors, parce que la plupart du temps, les gens, ils ont peur, ils vont commencer à signer quoi que ce soit, ils vont commencer à accepter qu'ils rentrent, et là, vous êtes fait. Alors, il faut vraiment... Mais selon le Code civil, juste une parenthèse, la peur ou l'intimidation, la menace vicie le consentement. Oui, mais donc, ça, rendu à la cour, là. Oui, rendu à la cour, mais je veux dire, il y a les principes de loi et c'est ça que la loi dit quand même. On n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais bien... Madame, je vous laisserai le dernier mot pour vous. Jean-Robert, est-ce que vous avez quelque chose à dire aujourd'hui, dernière minute pour les gens qui vous écoutent? Non, je pense que j'ai dit le plus important. C'est très bien. Madame Mimo, Madame Louise Baron, conseillère à l'Action Autonomie, quel conseil vous donnez en dernier mot pour les gens qui vous écoutent ce matin? Mais finalement, d'être bien préparé, d'aller chercher l'information nécessaire avant de répondre à des questions pour pas c'est ça. Ouais, exactement. Richard? J'ai fait pas mal de tour de ce que je voulais livrer. C'est s'informer sur ses propres droits parce que personne d'autre doit le faire à notre place. Mais si vous me permettez, allez sur son site, son blog, pour lire ses articles. C'est très bons articles. Mais Chantal, le plus important aussi de ne pas baisser les bras, oui, c'est important. Très important. On a entendu le message. 12 ans, imaginez-vous, 12 ans, le monsieur qu'on a entendu dans ce témoignage. Mais Jean-Robert, ça fait 15 ans. Si vous me permettez. Mais 12 ans, il a réussi à avoir ses enfants. Oui, mais lui. Il y a toujours un espoir. Mais Jean-Robert, il n'a pas encore ses enfants. D'ailleurs, c'est Christine de Rome-Robert, qui a 22 ans, qui est née le 4 juin 1992, et Caroline de Rome-Robert, qui est née le 13 juin 1993. Que votre père vous cherche encore, il aimerait vous voir. Alors c'est Jean-Robert. Il paraît que vous qu'il porterait juste leur nom. Alors l'avis de recherche est lancé. Et je voulais. Jean-Robert, il veut vraiment voir ses enfants aujourd'hui. Oui, énormément. Écoutez, on parle de la charte, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le système respecte pas la loi. Alors vous avez même Madeleine de Blois qui est avocate, qui a été réprimandée puis qui disent qu'ils respectent pas la charte. Ils ont imposé le silence. Merci. Chantal Minault. Donc voilà, chères auditrices, chers auditeurs, malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. Nous remercions nos invités d'avoir accepté de participer et répondre aux questions. Donc, Madame Louise Baron, elle est conseillère d'Action Autonomie. J'ai Monsieur Jean-Robert, un défenseur du droit de l'enfant et de la famille. Chantal Minault, psychoéducatrice, une femme engagée. Adam Richard, auteur qui s'intéresse à la question de près. Alors, à Radio Centre-Ville, on dit merci. Radio Centre-Ville 102.3, on dit merci de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. Et finalement, un gros merci à Madame Suzanne Chartrand d'avoir veillé sur la technique du son. Vraiment un grand merci, elle nous aide énormément. À moi, je vous dis, chers auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir participé et d'avoir été à l'écoute. À la prochaine. Ou tu crèves, il y aura aucune trêve. Réalise tes rêves. Tu marches ou tu crèves. Tu marches ou tu crèves. Ceux qui nous gouvernent nous énervent. Il y aura aucune trêve. Tu marches ou tu crèves. Marche ou crève selon les lois de la rue. Que tu viennes du Canada, de France ou de Bulgarie, viens faire un tour dans mon coin, prends la décarie. Un faux pas, on te fume, c'est ça qui arrive. Viens dans le crackdown, tu veux de la roca. Porte son tir comme Rocky, accro la coca. Bien cuite, cook d'une façon unique. Le sens unique, chez nous y'a pas d'idée. MTL que des ghettos, gens qui sont preuves de vérocité. Frustré contre le premier ministre et le ministre de l'injustice. Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération. Musique, information, éducation, histoire, débat. Non-stop sur les Antilles. Mardi, minuit 30.
sur Radio Centre-Ville 102,3 FM. C'est un rendez-vous. Ici Soundproof et Pascal. Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end. Tous les vendredis matins de 8 à 9 où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill. Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous. Fermez la porte du bureau. Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9. Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôts? La solution? Bureau comptable Cola. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôt à un prix compétitif. Cette année, confiez vos rapports d'impôts personnels et d'entreprise au Bureau comptable Cola. Rendez-vous à un de leurs 9 points de service dans la grande région de Montréal et ses environs. Pour connaître le point de service le plus près de chez vous, appelez dès maintenant les bureaux comptables Cola au 514-374-0137. Salsa, pique, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, ragamuffin, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 102,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.